Alors, bonjour à tous. On se Bonjour. retrouve pour une nouvelle session des parcours de soins et de la connaissance des parcours spécifiques sur les maladies rares. Une fois de plus, on est dans le cadre de ce lien ville-hôpital que nous cherchons à développer. Et aujourd'hui, nous avons le docteur Pradeli qui est avec nous pour parler de la maladie de Rendu-Osler et de sa prise en charge. Donc, je rappelle qu'elle est pneumologue, allergologue au CHU de Nice. Et donc, après une petite présentation et un rappel de la maladie de Rendu-Osler, elle va surtout nous préciser justement comment peut-on prendre en charge ces patients et comment, quand on est en ville, on peut les adresser à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Docteur Pradeli, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je tiens à remercier les organisateurs de me donner l'opportunité de présenter le centre de compétences de la maladie de Rendu-Osler. Et nous allons voir ensemble le parcours de soins et la prise en charge au CHU de Nice. Donc, qu'est-ce que la maladie de Rendu-Osler? Donc, la maladie de Rendu-Osler est une maladie génétique rare puisque vous pouvez voir qu'elle atteint en moyenne une personne sur 6 000 naissances en France. Donc cette maladie est due à une mutation de gènes. Les 2 principaux gènes qui ont été mis en évidence, à l'heure actuelle sont le gène ENG, qui est responsable de 53 des formes de Rendu-Osler et le gène ACVRL1. Cette maladie génétique a un mode de transmission autosomique dominant, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un seul allèle muté et donc pathologique pour avoir la maladie. Cela veut dire également qu'un patient malade a un risque sur 2 de donner ou de transmettre la maladie à ses enfants. Alors, on va le voir au cours de la présentation, cette maladie de Rendu-Osler a une expression clinique très variable d'un individu à l'autre. Elle varie selon la mutation identifiée, mais même au sein d'une même mutation, il y a des gens qui vont avoir des formes légères et d'autres patients qui peuvent avoir des formes très sévères. La pénétrance de cette maladie est quasi complète après 50 ans. Cela veut dire que quand on a la présence du gène muté, on développe des symptômes de la maladie de façon quasiment certaine au-delà de 50 ans. Donc cette maladie, on va dire la particularité, c'est que le médecin, généralement, peut poser le diagnostic dès l'interrogatoire du patient. C'est ce qu'on appelle un diagnostic clinique. Ce diagnostic clinique répond en fait aux critères de Curaçao, qu'on va voir un petit peu plus tard. Quand le patient, en interrogeant quand le médecin, pardon, en interrogeant son patient, cumule un certain nombre de ces critères, ça lui donne en fin de compte une probabilité possible, voire certaine, de maladie de Rendu-Osler. Donc, quels sont ces critères? Ils sont énumérés donc ci-dessous. Vous avez déjà le caractère héréditaire de la maladie, comme on en a parlé tout à l'heure, autosomique dominante. Donc, si un parent est atteint, il a quand même un risque sur 2 de transmettre la maladie à son enfant. Donc, on va aller rechercher à l'interrogatoire des antécédents familiaux dans la famille du cas index. Ensuite, ne serait-ce qu'en observant le patient, on peut voir ce qu'on appelle des télangiectasies cutanéo-muqueuses. On va voir une photo sur la diapositive suivante. C'est un élément du diagnostic qui est très fort. Ensuite, la principale atteinte ORL, des épistaxis récidivantes, ce sont des saignements de nez. Pareil, c'est un signe qu'on appelle assez pathognomonique, donc présent chez quasi la totalité des patients atteints de la maladie de Rendu-Osler. Et enfin, les malformations artério-veineuses, le diminutif MAV, viscérales, et vous pouvez voir que ces malformations artério-veineuses peuvent toucher le système nerveux central, le poumon, le foie et également le tube digestif. Donc voici à quoi ressemblent les télangiectasies. Donc vous pouvez voir que ce sont des petites taches rouges qui sont dues en fin de compte à la dilatation des petits vaisseaux sanguins. Et ce sont des lésions qu'on retrouve particulièrement sur le visage et la pulpe des doigts, également au niveau du torse. Donc rapidement, quand un patient se présente à nous, on peut avoir une idée du diagnostic ou non de cette pathologie. En bas à droite, vous pouvez voir sur la muqueuse intestinale, donc
après un examen endoscopique, les mêmes petites taches rouges sur la peau qui sont visibles au niveau des muqueuses et qui peuvent, à terme, au long cours, provoquer des saignements digestifs, souvent à minima, et être responsable d'une anémie chronique. Quand on parle de malformation artério-veineuse, vous avez donc à gauche des vaisseaux sanguins normaux, c'est-à-dire que dans le corps humain, vous avez le système artériel qui ensuite va se diviser en petits capillaires. Ici vont se produire en fin de compte les échanges gazeux avec, on va libérer l'oxygène au niveau des tissus et ensuite les petites veines vont permettre de participer au retour veineux et d'amener un sang non oxygéné. Dans la maladie de Randu-Hössler, la malformation artério-veineuse se situe ici, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une communication directement entre les artères et les veines. Donc, la conséquence, en tout cas au niveau pulmonaire, c'est qu'il va y avoir un mélange de sang oxygéné et de sang non oxygéné. Donc, les patients vont pouvoir présenter une désaturation, un essoufflement. Vous voyez aussi que le lit des capillaires ne peut plus assurer son rôle qui, notamment au niveau pulmonaire, permet d'être un filtre bactérien, puisque les petites bactéries qui peuvent circuler de façon quotidienne lorsqu'on se brosse les dents, enfin de manière normale, vont être piégées au niveau de ces capillaires-là et vont empêcher d'être emmenées jusqu'au cerveau. De même, de la formation des petits caillots sanguins, les fameuses emboles, sont physiologiquement piégés au niveau des capillaires. Et ici, vu qu'il n'y a plus la barrière des capillaires, il peut y avoir des emboles au niveau de la circulation cérébrale, avec la survenue d'accidents vasculaires cérébraux ou, en cas d'embole bactérien, d'abcès cérébraux. Plus rarement, mais cela peut exister aussi, du fait de la malformation de ces artères, avec des artères qui sont quand même plus fragiles, un risque non négligeable de rupture de ces fameux anévrismes, avec notamment au niveau pulmonaire des hémoptysies qui peuvent survenir. Donc, on peut voir au cours de cet exposé que la maladie de Randu-Hössler est vraiment une maladie systémique, c'est-à-dire qu'elle va toucher plusieurs organes. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de mettre en place une prise en charge multidisciplinaire. Le but étant de dépister ces différentes atteintes d'organes et principalement de prévenir les complications de la maladie, puisque vous l'avez bien compris, ce n'est pas une maladie curable, il n'y a pas de traitement spécifique pour guérir la maladie. On fait surtout de la prévention pour éviter les accidents vasculaires cérébraux, pour éviter les abcès cérébraux, les complications digestives. Donc, la prise en charge multidisciplinaire va permettre de mettre en place le suivi du patient de manière personnalisée, selon la forme de sa maladie, qu'elle soit légère ou sévère. Et ça nous permet également de donner l'information au patient, d'informer sa famille de la nécessité de se faire dépister. Donc, si on en revient à notre centre de compétences, donc en effet, je suis responsable du centre de compétences qui a été labellisé en janvier 2024. Nous prenions déjà en charge avant, au sein du service de pneumologie et dans le cadre du centre de compétences de maladies rares, des patients Randu-Hössler. Donc, on est organisé avec un secrétariat qui est dédié, une secrétaire, Madame Lombardi, qui fait le lien entre les patients, les prises de rendez-vous et la médecine générale, on le verra plus tard. Nous avons un secteur d'HDJ pour les bilans, de pneumologie conventionnelle si besoin, de soins intensifs respiratoires. Et nous avons en pneumologie une unité de recherche clinique qui nous permet de proposer aux patients l'accès à la recherche. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes labellisés depuis janvier 2024. Vous pouvez voir sur cette carte le réseau en fait Randu-Hössler national avec tous les centres de compétences reconnus et ici le centre de référence de Lyon. Donc, nous avions avant cette labellisation une file active de patients qui était inférieure à 40 en 2019.
Et là, actuellement, on a pu tripler à peu près cette file active avec 91 patients, que ce soit des patients adultes ou pédiatriques. La labellisation de notre centre est quand même une chance, on va dire, pour la région, puisque initialement les patients devaient se rendre soit sur Marseille, soit sur Lyon, pour assurer, pardon, un suivi spécifique. Actuellement, on permet une offre de soins aux patients du 06, mais également, du Var et de la Corse. Donc une des missions de notre centre de compétences est la coordination de la prise en charge, du patient. Ici, vous avez tous nos collaborateurs intra-CHU, avec notamment les principaux, on va dire, acteurs de cette prise en charge sont les ORL, puisque comme je vous l'ai dit, l'atteinte ORL est quasiment systématique chez les patients. Nous avons aussi la radiologie interventionnelle les radiologues vont nous permettre d'aller fermer, boucher, ces malformations artério-veineuses. Vous avez le service de génétique qui nous permet également d'assurer le dépistage, familial et le service également, d'endoscopie digestive pour les fameuses anémies chroniques sur saignement digestif. Vous avez aussi, le côté neurologie, dermatologie et un ensemble de réseaux, qui nous permet en fin de compte une prise en charge en circuit court, au sein du CHU. Donc pour que les patients aient un petit peu une notion de leur prise en charge et de suivi, il faut savoir qu'à l'hôpital Pasteur, on assure la consultation diagnostique, le suivi, donc les hôpitaux de jour ou les hospitalisations complètes comme je vous l'ai dit, avec la prise en charge radiologie interventionnelle, cardiologie. Pour la prise en charge ORL, c'est à l'Institut de la face et du cou et pour tout ce qui est exploration digestive et prise en charge digestive, c'est sur un hôpital d'un autre site qui est l'hôpital Larcher. Il faut savoir qu'une des missions de notre centre est également d'avoir un lien important avec le centre de référence de Lyon et donc on discute très régulièrement des dossiers complexes ou qui posent de soucis en termes de diagnostic ou de prise en charge. En RCP national, il y a 2 RCP par mois. Les autres missions du centre, donc comme on l'a dit tout à l'heure, faciliter l'accès au protocole de recherche clinique puisqu'il s'agit d'une maladie orpheline. Donc il y a encore beaucoup d'efforts et de progrès à faire, pour trouver, des solutions à certains patients. On est attaché à développer le lien entre la ville et l'hôpital, à faire intervenir vraiment le médecin traitant dans la prise en charge du patient, et améliorer aussi la coordination avec les spécialistes de ville. Le but de tout ça, c'est d'optimiser le parcours de soins des patients et proposer des circuits courts de consultation, des circuits courts de prise en charge, d'urgence éventuellement. Notre centre fait également le lien avec les associations de patients, notamment, l'AMRO, qui est une association française et une association, internationale, Cure HHT. Donc c'est une maladie, comme je l'ai dit tout à l'heure, où la principale prise en charge est ambulatoire. C'est très rare qu'il y ait des hospitalisations. Les hospitalisations sont vraiment, réservées, aux complications de la maladie, aux embolisations de malformations artério-veineuses, mais c'est une maladie, qui se gère vraiment en ambulatoire, d'où la nécessité d'améliorer, le lien ville-hôpital. Alors comment nous contacter? Donc c'est simple, hein, il suffit d'envoyer un mail ou d'appeler, madame Lombardi donc au niveau, secrétariat. Elle fait le lien directement, avec moi, avec les médecins pour essayer de proposer, un circuit court et des consultations dans des délais raisonnables. Donc vous avez également ici, j'ai mis les coordonnées, de la pédiatrie, mais le CRCM, le adulte, fait le lien également avec les collègues de pédiatrie pour faciliter, la prise de rendez-vous. Donc vraiment, s'il y a un numéro à retenir, c'est celui-là et une adresse mail également, qui est visible par la secrétaire et le médecin. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Johanna, pour la, la clarté de ces propos. Alors, comme toujours, hein, on va vous proposer de poser des questions. Donc, soit vous levez la main, soit vous posez les questions directement sur le chat.
pendant que Sabia va récolter un petit peu et récupérer les questions s'il y en a, moi je voulais juste savoir, donc en tant que médecin vasculaire de ville, quelles sont les sollicitations qui sont pour vous les plus fréquentes? Enfin, à quel moment un médecin généraliste vous adresse un patient? C'est quand il voit des télangiectasies, c'est quand un patient présente une hémoptysie, c'est l'ORL? Alors, je vous avoue que là, principalement, ces derniers temps, c'était un diagnostic posé il y a très longtemps avec une absence de suivi total, des patients. Et je Hein. pense que c'est aussi ce que je disais la dernière fois, tout à l'heure, pardon, pas facile de se rendre à Lyon, à Marseille pour avoir un avis spécialisé. Donc je pense on rend service aux malades dans ce sens-là. Et actuellement, dernièrement, c'est aussi beaucoup les malades eux-mêmes qui ont dû voir sur internet, avec, voilà les adresses, tout ça qui ont été mises en place, qui nous contactent pour prendre pour prendre un rendez-vous. Sinon le mode d'entrée principalement pour répondre à votre question, c'est en effet l'ORL et aussi les malformations artério-veineuses découvertes un peu de manière systématique. Et donc c'est les 2 principaux pardon, modes d'entrée dans notre centre. Ouais. Ok, merci. Pas de questions dans le chat. Vous avez une autre question? Alors, pas directement. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Toujours pareil, vous postez les questions. Peut-être, moi, j'ai une question pour les participants. Est-ce que, en général, suivant les thématiques, hein, c'est des sujets qui vous concernent. Est-ce que, parmi les participants, vous avez eu à gérer des patients, à les adresser? Quels étaient les retours éventuels des patients, que vous avez adressés? Comment se passe cette gestion du parcours? Vous avez la possibilité de prendre, d'activer votre micro. Bonjour. Bonjour, on vous entend. Oui, moi je suis donc infirmière en pneumologie à l'hôpital Pasteur. Donc je prends en charge les patients ayant la maladie de Rendu-Osler. Enfin, je travaille avec le docteur Johanna Pradelli. Alors, est-ce que justement les patients que vous avez à prendre en charge étaient au courant du service? Comment ils l'ont été? Comment ils ont découvert le service? C'est des patients enfin, c'est des patients ayant la maladie chronique, donc on les connaît en fait déjà. Ok. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des patients qui ont erré depuis longtemps et qui sont enfin ravis de savoir qu'ils peuvent accéder au service. Enfin, les patients que nous connaissons, que nous prenons en charge, non. Ils ont la maladie depuis l'enfance, donc ils sont même suivis parfois dans d'autres hôpitaux pour faire des transfusions sanguines et ils sont pris en charge chez nous lorsque la maladie s'aggrave, qu'il y a besoin d'une hospitalisation. Pour reprendre un peu ce que disait Sophia, ces patients-là, en effet, je suis responsable de l'unité conventionnelle de pneumologie. Donc c'est, dans ce cadre-là que les patients soient hospitalisés pour les fermetures de MAV, les embolisations notamment bronchiques. Et c'est vrai qu'eux, ce sont des patients qu'on a dans la file active depuis des années. Et pour répondre à votre question, les 3 derniers appels que j'ai eus, on a justement demandé aux patients, comment ils avaient pris connaissance, du centre et c'était, principalement sur internet. Donc la lisibilité est là, donc ça c'est très bien et il y a aussi les familles de patients, parce que quand je vois certains patients en consultation, souvent le discours c'est: «Oui, ils se saignent du nez depuis des années, mais ils veulent pas consulter». Et je leur dis: «Bah, écoutez, on peut leur proposer une prise en charge» et du coup, ça, voilà, ça invite les gens un petit peu plus à venir nous voir et donc ça, c'est bien parce qu'encore une fois, j'insiste, c'est s'il y a bien une maladie qu'on peut prévenir ou dont on peut prévenir les complications, c'est vraiment la maladie de Rendu-Osler et pour certains patients, le suivi n'est pas, très, comment dire? Très lourd. C'est-à-dire, ce sont souvent des patients jeunes qui travaillent, qui n'ont pas le temps de venir à l'hôpital mais en faisant une consultation par an, si la maladie n'est pas sévère, on arrive à se débrouiller, à faire une prise en charge ambulatoire
Et pour le coup, c'est vraiment bénéfique. J'avais une question, moi de mon côté, par rapport à la survenue en fait de cette maladie. Vous disiez que c'était une maladie autosomique dominante. Moi, je me posais la question sur le pourcentage en fait des cas de nouveau par rapport aux cas en fait qui sont transmis. Alors, j'ai pas le chiffre à vous donner exact, mais les mutations de novo sont très rares. C'est très rare, ok. Généralement, ce ne sont pas des maladies de rendu ossellaire typiques, ce sont vraiment des maladies vasculaires. Donc, Monsieur Jordan est là, donc peut-être qu'il pourra intervenir et préciser un petit peu plus, mais ce sont souvent des syndromes, en fin de compte, avec des malformations vasculaires, mais qui ne sont pas typiques du rendu ossellaire. Oui, c'est ça, mais souvent ça me parlait par exemple pour la sclérodermie aussi, bah, par rapport aux télangiectasies et les atteintes. Tout à fait, tout à fait. Et c'est Et vrai qu'il y a encore oui. des progrès à faire en génétique et ça se précise, hein, mais c'est vrai qu'il y a des formes un peu frontières, en fin de compte, de maladies, vasculaires. Pascal, est-ce que tu veux rajouter un petit message? Pas de gros messages à rajouter. J'ai écouté avec attention l'exposé, puis j'étais très intéressé. Non, c'est vrai que nous, on est sollicité souvent pour rechercher des anévrismes viscéraux, mais c'est plutôt Georges Efteriotis qui s'occupe de cette partie de la pathologie vasculaire. Et ça montre qu'après, même en intra-hôpital, comme la diapo le montrait, les patients peuvent être pris en charge de façon coordonnée. Donc, une fois de Complètement. plus, on a tout intérêt à rentrer par la bonne porte pour pouvoir après améliorer ce parcours. C'est ça. Vous parliez de cas pédiatriques, vous disiez que la pénétrance de la pathologie était à partir de l'âge de 50 ans, C'est ça. mais vous disiez qu'une une grande partie des patients, c'est des enfants. Oui, Euh, alors, je- c'est vrai, donc, la file active, non, je me suis peut-être mal fait comprendre, non, mais peut-être que j'ai mal compris, hein, parmi les 91 patients, majorité d'adultes et quelques enfants. Et en fait, certains enfants ont été dépistés sans forcément, avoir de symptômes. Certains étaient symptomatiques, notamment au niveau ORL. Mais c'est vrai, non, pardon si je me suis mal fait comprendre, mais il y a vraiment, une petite proportion de patients, du coup, pédiatriques diagnostiqués. D'accord. Et pour ces patients-là, pour les enfants, c'est une prise en charge au niveau de l'enval ou vous prenez... Tout à fait. Tout Oh, à d'accord. fait. C'est le docteur Gilardouni qui s'occupe de ces patients-là. L'avantage, on va dire, d'un centre pédiatrique, hein, c'est tout ce que enfin, ça se passe régulièrement dans les maladies rares, il y a ces espèces de transition ado-adulte. Le centre pédiatrique, lui, va tout gérer, ce qui n'est pas, le cas de nos centres adultes, hein. C'est pour ça que je faisais bien la différence avec les différents sites qui peuvent intervenir dans la prise en charge d'un patient. Chez nous, il y a Pasteur, Archer, voilà et en pédiatrie, c'est vraiment localisé au niveau de l'Enval. J'imagine que la kiné de ville doit avoir quand même un rôle assez important aussi dans la prise en charge de ces patients. Est-ce que vous travaillez en réseau avec eux? Parce que vous aviez parlé du lien avec les médecins libéraux. Oui. Alors avec la kiné dans cette pathologie, Euh, pas trop, pas trop parce qu'ils ont pas trop, une fois que la malformation artério-veineuse est diagnostiquée, si elle est responsable d'un essoufflement, d'une désaturation, quand on va aller fermer cette malformation artério-veineuse, les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc c'est vrai que la kiné, nous, ne va pas être, très importante dans cette prise en charge. Par contre, il faut qu'on fasse le lien avec le médecin traitant. On a des fascicules sur le plan ORL, épistaxis, notamment avec les urgences aussi, parce que ce sont des patients qui ont des prises en charge très spécifiques sur les saignements de nez. Il ne faut pas mettre de mèches résorbables, enfin, de non résorbables, pardon. Donc tout ça, c'est vraiment on doit aussi éduquer nos collègues, sur cette prise en charge spécifique. Très bien. Y a-t-il des questions? Toujours pas, c'était tellement clair. Donc, Merci. merci beaucoup pour cette présentation. Je crois qu'on a bien noté les coordonnées du service, de la secrétaire qui peut être en charge voilà, de l'admission de ces patients et de la coordination de ces patients.
à nous de continuer à faire passer le message. Et toujours pareil, je me charge de mon côté vis-à-vis de la médecine de ville de passer le message au niveau des communautés professionnelles territoriales de santé, des MSP, parce que c'est aussi, ben voilà, c'est quand même mieux que ce soit directement par les professionnels de santé que par Internet, que le patient ait connaissance des centres, même si ça peut être tout à fait complémentaire. Merci d'ailleurs merci de votre initiative, hein, parce que je trouve que ça aide vraiment à développer le réseau et à aider les patients, vraiment. Alors, je rends à César, hein, ce qui est à lui, c'est vraiment une belle initiative. Et comme c'est pas toujours coutume, je le dis d'autant plus volontiers, de l'hôpital qui l'a lancé, mais c'est avec très très grand plaisir qu'on y participe pour vraiment le déployer. Et j'en profite aussi pour remercier Sabia de tout le temps qu'elle passe à la fois à la préparation et puis après à la publication de ces Oui. séminaires. Merci à vous quand même aussi, hein, docteur Sacomano, parce que votre rôle est primordial. On le dit à chaque fois, mais c'est pas toutes les URPS qui, en fait, qui donnent vraiment un retour positif aux sollicitations. Et nous, on a la chance de vous avoir comme modérateur sur ces webinaires et que les informations sur nos centres de maladies rares soient transmises grâce à vous vers la médecine libérale. Voilà, c'est assez important quand même pour nous que vous soyez là. Et merci, merci aux médecins aussi qui acceptent de présenter et à la direction de la communication du CHU de Nice aussi, parce que c'est eux qui mettent en ligne ces webinaires-là. Merci Eh à bien, tous, merci oui, aux participants. Oui, merci beaucoup. donc, sur ce satisfecit général, et C'est avant ça. de trop rougir, hein, on va lever cette présentation en remerciant effectivement aussi bien Johanna pour la présentation que tous les participants. Et puis, je Oui. vous donne rendez-vous au prochain Dans 2 séminaire. semaines, le 14 octobre. Par contre, là, il y aura 2 webinaires exceptionnellement. C'est la seule fois. Parfait. Voilà, Au 14. Très au belle journée 14. à tous Merci, et à merci très à tous. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.